Musique, le cerf apparut dans ses phares comme un fantôme surgissant des enfers. Ellis Brewster donna un coup sec de volant à gauche, sa Toyota Camry dérapa et traversa la ligne médiane avant de s'écraser contre la glissière de sécurité métallique avec un bruit de tonnerre déchirant la nuit. De la vapeur s'échappa du capot froissé alors qu'il restait là, les oreilles bourdonnantes, sentant le sang de sa lèvre fendue contre le volant. Il trébucha hors de la route déserte, vérifiant s'il avait des blessures graves. Une coupure au front, rien de plus. Le cerf était parti depuis longtemps, probablement en train de rire quelque part dans les bois. Ellis fit le tour pour évaluer l'épave quand quelque chose attira son attention sur le siège passager. La boîte à gants s'était ouverte sous l'impact, répandant son contenu sur le sol. C'est là qu'il le vit. Un deuxième téléphone, pas le sien, un astérisque burner astérisque Android bon marché qui n'était certainement pas là ce matin quand il avait pris ses papiers d'assurance. Ellis le ramassa avec des doigts tremblants. L'écran s'alluma avec une notification de message de quelqu'un nommé T, envoyé il y a seulement 20 minutes. Ton mari travaille encore tard? Bien. Cassidy est chez Jessica ce soir. Viens. Je suis déjà dur rien qu'en pensant à toi. La réponse de Mara, le nom de sa femme, le fit vaciller. J'arrive, bébé. J'aime la façon dont tu me fais sentir vivante. Des choses que je n'ai jamais faites avec Ellis. Jamais pu. Ellis fit défiler des semaines de messages, de photos, de vidéos, des eurodatages montrant qu'ils se rencontraient dans sa maison, dans son lit, pendant qu'il travaillait 14 heures par jour à auditer les comptes municipaux pour l'État de Caroline du Nord. Les messages révélaient tout. Trandalan, 18 ans, le petit ami de sa fille Cassidy depuis 6 mois, couchait avec sa femme de 42 ans depuis presque aussi longtemps. Un message d'il y a 3 semaines le glaça. Mara avait écrit, Cassidy se doute de quelque chose, mais elle finira par comprendre. Elle est jeune. C'est le grand amour, pas une histoire d'adolescent. Toi et moi, c'est pour toujours. La réponse de Tran, et Ellis? Mara, Ellis, c'est le bruit de fond. Il a toujours été un simple figurant en attendant que je te trouve. Ellis resta sur cette route sombre pendant 10 minutes, lisant chaque message, étudiant chaque photo, mémorisant chaque détail. Puis il remit soigneusement le téléphone exactement là où il l'avait trouvé et appela l'assistance routière pour un remorquage. Quand il rentra à la maison à minuit, Mara était au lit, faisant semblant de dormir. Elle remua quand il entra dans leur chambre, faisant semblant de regarder l'heure. « Tu es si en retard, murmura-t-elle. Tout va bien? Un cerf a surgi. J'ai planté la voiture, dit Ellis, gardant sa voix calme. Je m'occuperai des assurances demain. Elle se redressa instantanément, inquiète ou feignant de l'être. Oh mon Dieu, tu es blessé? Cette coupure sur ta tête? Ce n'est rien, juste fatigué. Mara examina son front avec ce qui semblait une véritable inquiétude. Elle se leva même pour lui apporter de la glace et de l'antiseptique. Tandis qu'elle tamponnait la coupure, Ellis étudia son visage dans le miroir de la salle de bain. Toujours belle à 42 ans. Toujours la femme qu'il avait épousée il y a 19 ans. Toujours la mère de sa fille. Toujours une étrangère qui détruisait sa vie depuis des mois. Je suis tellement désolé que cela soit arrivé, murmura-t-elle en l'embrassant sur la joue. Je t'aime. Je t'aime aussi, répondit Ellis, le pensant et se haïssant pour cela. Le lendemain matin, Ellis conduisit la Honda de Mara au travail pendant qu'elle s'occupait de l'expert en sinistre. Ses mains tremblaient en se garant devant le bâtiment gouvernemental où il travaillait comme auditeur principal depuis 8 ans. Il avait toujours été doué avec les chiffres, doué pour trouver les irrégularités, doué pour suivre les pistes documentaires que d'autres manquaient. Maintenant, il avait besoin de ses compétences pour quelque chose de plus personnel. Ellis passa sa pause déjeuner à faire des recherches sur Trandalan. Le gamin avait 19 ans, pas 18. Cassidy avait menti à ce sujet. Il était en 2e année à Appalachian State, étudiant le commerce, maintenait une moyenne de 3,2 et avait reçu une bourse universitaire partielle. Plus important encore, Tran avait été arrêté pour agression il y a 2 ans. Les accusations avaient été abandonnées après que sa victime, une autre adolescente, ait décidé de ne pas témoigner. Cet après-midi-là, Ellis appela la fille de son ancien mentor, Olivia Winthrop, qui était devenue l'une des avocates en divorce les plus redoutables de la région. Il avait aidé son père avec certaines irrégularités financières il y a des années avant que le vieil homme ne meure d'un cancer. Ellis Brewster, dit Olivia quand elle décrocha. Ça fait un bail. Que puis-je faire pour toi?
J'ai besoin de conseils. Hypothétiquement par l'an. Je facture 300 $ de l'heure pour les hypothèses. C'est bon. Ellis put sentir son intérêt s'aiguiser au téléphone. D'accord, passe à mon bureau à 18 h. Et Ellis, si c'est à propos de ce à quoi je pense, tu vas vouloir être très prudent sur la façon dont tu procèdes. Le cabinet d'avocats d'Olivia occupait le dernier étage d'une ancienne usine textile rénovée au centre-ville. Elle avait 43 ans, les cheveux argentés, les traits anguleux, et avait la réputation d'anéantir les avocats adverses au tribunal de la famille. Son père avait toujours dit qu'elle avait du sang-froid. Alors, dit-elle en versant 2 verres de bourbon, ta femme a une aventure. Comment as-tu? Tu ne m'appelles pas pour des situations légales hypothétiques à moins que ton monde ne s'écroule. De plus, tu as l'air d'avoir subi le pire. Avec qui couche-t-elle? Ellis lui raconta tout. Olivia écouta sans l'interrompre, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes. Quand il eut fini, elle se pencha en arrière sur sa chaise. L'âge du petit ami crée des complications intéressantes, dit-elle. S'il était mineur au début de cette histoire, nous parlons d'accusation de conduite sexuelle illégale avec un mineur pour ta femme. Il avait 18 ans quand ils se sont rencontrés, mais tu as dit qu'il a 19 ans maintenant, et qu'ils sont ensemble depuis 6 mois. Quand exactement a-t-il eu 19 ans? Ellis sentit quelque chose de froid lui nouer l'estomac. Je ne sais pas. Découvre-le. Et Ellis, ne fais rien de stupide. Ne les confronte pas. Ne déplace pas d'argent. Ne change pas du tout ton comportement. Si tu veux les détruire légalement, tu dois être plus intelligent qu'eux. Ce soir-là, Ellis était assis à sa table de cuisine avec Mara et Cassidy, mangeant un rôti de bœuf comme tous les jeudis depuis 5 ans. Sa fille parlait de ses candidatures universitaires, le visage illuminé par l'excitation de son avenir. Elle avait hérité de la beauté de sa mère, mais espérons pas de son caractère. « Papa, tu es bizarre ce soir, dit Cassidy. Tu n'as presque rien dit. Juste fatigué de l'accident, répondit Ellis. Comment va-t-on? Je ne l'ai pas vu ces derniers temps. Cassidy et Mara échangèrent un regard si rapide qu'Ellis faillit le manquer. Il a été occupé par les choses de l'école, dit Cassidy. Tu sais comment c'est. En fait, non. Je ne suis jamais allé à l'université. Ellis, dit Mara avec ce ton particulier qui signifiait qu'il était difficile. Tu es négatif. Je demande juste des nouvelles du petit ami de ma fille. C'est ce que font les pères. Un autre regard entre elles. Ellis l'enregistra avec tout le reste. Cette nuit-là, après que Mara se soit endormie, Ellis se glissa dans le garage et accéda à l'ordinateur portable de Cassidy en utilisant les contrôles parentaux qu'il avait installés des années auparavant. Il lui fallut 20 minutes pour trouver ce qu'il cherchait. L'anniversaire de Tran était le 15 mars. Aujourd'hui, c'était le 8 octobre. Il avait eu 19 ans en mars, ce qui signifiait qu'il avait 18 ans lorsqu'il avait commencé à sortir avec Cassidy en avril. Mais les photos sur le téléphone de Mara étaient horodatées de fin mars, avant le 19e anniversaire de Tran. Ellis resta dans son garage jusqu'à 3 heures du matin, fixant cette date de naissance et pensant aux lois sur l'âge du consentement en Caroline du Nord. Puis il retourna au lit et resta éveillé jusqu'à l'aube, écoutant sa femme respirer à côté de lui. Le lendemain, Ellis commença son audit. Il commença par leurs finances communes, imprimant chaque relevé bancaire, facture de carte de crédit et résumé de compte d'investissement de la dernière année. Mara avait été négligente avec l'argent dernièrement. Des dîners coûteux qu'elle prétendait être des événements professionnels, des frais d'hôtel pour des conférences qui n'existaient pas, des frais chez Victoria's Secret et dans des magasins de lingerie coûteux. Puis il examina leur police d'assurance, leur compte de retraite et l'acte de propriété de leur maison. Tout était propriété commune accumulée pendant leur mariage. En Caroline du Nord, cela signifiait que tout serait partagé à 50-50e en cas de divorce, à moins qu'il ne puisse prouver l'infidélité, ce qui lui donnerait droit à une part plus importante et éventuellement à une pension alimentaire de sa part. Ellis avait toujours été méticuleux avec les dossiers. Maintenant, cette minutie était devenue une arme. Il ouvrit un nouveau compte bancaire dans une institution différente, transférant lentement de petites sommes de leurs économies communes. Rien d'assez important pour déclencher des alertes, juste quelques centaines ici et là. En 3 semaines, il avait déplacé près de 12 000 $. De l'argent que Mara ne suivait jamais parce qu'elle supposait qu'Ellis gérait toutes leurs finances. Pendant ce temps, il fit des recherches plus approfondies sur Tran.
Le gamin venait d'une famille aisée. Son père possédait 3 concessions automobiles. Et dans l'ouest de la Caroline du Nord. Tran conduisait une BMW que papa lui avait achetée, vivait dans un appartement coûteux près du campus et avait une carte de crédit sans limite apparente. Mais l'argent rendait les gens négligents et les gens négligents laissaient des traces. Ellis utilisa ses compétences d'auditeur pour retracer l'activité financière de Tran. Le gamin avait utilisé sa carte de crédit pour payer des hôtels, des restaurants et des cadeaux pour Mara. Des fleurs, des bijoux, du vin coûteux, tout facturé sur la carte de crédit de papa et créant une chronologie claire de l'affaire. Plus important encore, Tran avait publié sur les réseaux sociaux des messages sur sa relation avec une femme plus âgée qui lui apprenait des choses. Les messages étaient vagues, mais les horodatages correspondaient parfaitement aux messages téléphoniques. Ellis captura tout. 3 semaines après l'accident, Ellis passa enfin à l'action. Il appela le bureau du doyen des étudiants d'Appalachian State et demanda une réunion anonyme concernant un problème de conduite d'un étudiant. J'ai des raisons de croire que l'un de vos étudiants, Tran Dallan, a été impliqué dans une relation inappropriée avec un mineur, dit Ellis à la doyenne, une femme nerveuse nommée Patricia Cole. J'ai des documents prouvant que cette relation a commencé avant son 19e anniversaire, ce qui crée des complications légales. Quel genre de documentation? Ellis s'était préparé à cette question. Photos, messages textes, dossiers financiers montrant qu'il a acheté de l'alcool pour des mineurs, publications sur les réseaux sociaux se vantant de la relation. J'ai aussi des raisons de croire qu'il a utilisé la carte de crédit de son père pour financer des activités illégales. La doyenne Cole fronça les sourcils. Ce sont de graves allégations. Avez-vous des preuves? Je peux vous fournir des copies de tout, mais je veux rester anonyme. Cela concerne ma famille. Je comprends. Si vous pouvez envoyer les documents à notre conseil de révision de la conduite, nous enquêterons immédiatement. Ellis envoya les emails cet après-midi-là. Il avait soigneusement édité les captures d'écran, supprimant toute information identifiant Mara tout en conservant tout ce qui impliquait Tran. Les dossiers financiers montraient clairement que Tran avait acheté de l'alcool, des chambres d'hôtel et des cadeaux coûteux pour quelqu'un. Un comportement qui violait le code de conduite de l'université, même s'il n'était pas techniquement illégal. 4 jours plus tard, Tran fut suspendu en attendant une enquête. Cassidy rentra à la maison en pleurant ce soir-là. « Papa, as-tu fait quelque chose à Tran ?» Ellis leva les yeux de son journal. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a été suspendu de l'école. Ils ont dit que quelqu'un l'avait dénoncé pour consommation d'alcool et relations inappropriées. Ils pensent que c'était toi. Pourquoi ferais-je cela? Parce que tu l'as toujours détesté. Ellis n'avait jamais exprimé d'opinion sur Tran d'une manière ou d'une autre. Au contraire, il avait été remarquablement tolérant envers le petit ami de sa fille, même quand le gamin mangeait leur nourriture et monopolisait leur téléviseur pendant ses visites. Je n'ai jamais dit un mot négatif sur Tran, dit Ellis calmement. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. On voit bien que tu ne l'aimes pas. Cassidy se figea. Un autre lapsus. Une autre preuve qu'elle et Mara avaient parlé de lui dans son dos. Je veux dire, je le vois, dit-elle rapidement. Cassidy, je veux que tu réfléchisses très attentivement à ce que tu dis. M'accuses-tu de saboter l'éducation de ton petit ami? Je ne sais pas. Peut-être. Mara apparut dans l'embrasure de la porte. Pourquoi tant de cris? Papa a fait suspendre Tran. Le visage de Mara devint très figé. Ellis, est-ce vrai? Bien sûr que non. Je connais à peine le gamin. Alors comment expliques-tu? Je n'explique rien, dit Ellis en se levant. Je ne savais même pas qu'il était suspendu avant que Cassidy ne me le dise. S'il a des problèmes à l'école, il devrait peut-être examiner son propre comportement au lieu de blâmer les autres. Son propre comportement? La voix de Cassidy s'éleva en un cri. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que les jeunes de 19 ans qui boivent de l'alcool et se vantent de leur vie sexuelle sur les réseaux sociaux ne devraient pas être surpris quand les universités en prennent note. Les 2 femmes le regardèrent fixement. Ellis n'avait jamais parlé aussi directement de Tran auparavant. Il n'avait jamais laissé entendre qu'il savait quoi que ce soit sur la vie privée du gamin. « Comment connais-tu ces réseaux sociaux ?» demanda Mara tranquillement. « Je ne les connais pas. Je spécule sur les raisons pour lesquelles un étudiant pourrait être suspendu. À moins que tu ne saches quelque chose que je ne sais pas. » Un autre long silence. Ellis pouvait pratiquement voir les rouages tourner dans leurs dés. « Peut-être,
essayant de déterminer ce qu'il savait et ce qu'il devinait. « Je vais à l'appartement de Tran, annonça Cassidy. Il a besoin de soutien en ce moment. Non, tu n'y vas pas, dit Ellis. Tu as 18 ans et tu vis dans ma maison. Tu suivras mes règles. Tu ne peux pas m'arrêter. En fait, si. Tu es toujours financièrement dépendante de moi. Ta voiture, ton assurance, ton fonds universitaire, tout est à moi. Si tu veux gâcher ton avenir pour un garçon qui ne peut pas rester loin des ennuis, c'est ton choix. Mais tu ne le feras pas avec mon argent. Cassidy regarda sa mère pour obtenir du soutien. Mara hésita, ce qui était intéressant. Si elle n'avait pas d'aventure avec Tran, elle aurait immédiatement pris le parti de leur fille. Au lieu de cela, elle semblait déchirée entre protéger son amant et maintenir sa couverture. Peut-être devrais-tu rester à la maison ce soir, dit finalement Mara. Laisse Tran gérer ses problèmes scolaires. Cassidy regarda sa mère sous le choc. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse quand je dis que tu ne dois pas prendre de décisions impulsives qui pourraient affecter ton avenir. Ellis faillit sourire. Mara avait peur. Elle réalisait enfin que son aventure pourrait avoir des conséquences au-delà de son mariage. Cassidy monta à l'étage en furie et claqua sa porte. Mara resta dans la cuisine, voulant clairement dire quelque chose, mais ne sachant pas comment commencer. Ça va être dur pour elle, dit-elle finalement. Elle survivra. Les enfants sont résilients. Ellis. Mara se rapprocha de lui. Tu vas bien? Tu as été différent depuis l'accident. Différent comment? Distant, froid, comme si tu étais en colère contre quelque chose. Ellis regarda sa femme. Vraiment la regarda. Elle était belle, intelligente, et lui avait menti au visage pendant des mois tout en détruisant leur famille. Une partie de lui voulait la confronter là, crier, jeter des choses et exiger des réponses, mais ce n'était pas la stratégie intelligente. Je vais bien, dit-il, juste fatigué. Peut-être devrions-nous partir un week-end, juste nous deux, pour nous retrouver. La suggestion était obscène. Elle voulait partir avec lui tout en continuant à coucher avec le petit ami de leur fille. Ellis se demanda si elle prévoyait de voir Tran avant leur départ ou si elle lui enverrait un message depuis leur chambre d'hôtel. Ça a l'air sympa, dit Ellis. Laisse-moi vérifier mon emploi du temps. Mara sourit et l'embrassa sur la joue. Je t'aime. Je t'aime aussi. Les mensonges venaient si facilement maintenant. Ce week-end-là, pendant que Mara était à l'épicerie, Ellis installa des caméras cachées dans leur chambre, leur salon et leur cuisine. De minuscules appareils sans fil qui téléchargeaient les images sur un serveur cloud qu'il avait créé sous un faux nom. Si Mara ramenait Tran à la maison, Ellis aurait des preuves vidéo d'infidélité dans leur foyer conjugal. Il engagea également une détective privée nommée Janet Kellerman, une ancienne policière spécialisée dans les affaires matrimoniales. Janet était chère mais minutieuse, et elle avait des contacts dans tout le système juridique. « J'ai besoin de documents prouvant une liaison, lui dit Ellis lors de leur réunion dans un café d'Asheville. Photos, vidéos, témoins, dossiers financiers, tout ce que vous pouvez trouver. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Au moins 6 mois, probablement plus longtemps. Une chance de réconciliation? Ellis considéra la question. Pourrait-il pardonner à Mara? Pourrait-il reconstruire leur mariage après cette trahison? Il pensa au message sur son téléphone. La façon dont elle l'avait regardé avec pitié quand elle l'avait qualifié de bruit de fond. La cruauté désinvolte de son aventure avec le petit ami de leur fille. Non, dit-il, aucune chance. Alors, nous ferons ça correctement. Documentation complète, preuves irréfutables et suffisamment de munitions pour vous assurer d'obtenir tout ce à quoi vous avez droit lors du divorce. Qu'en est-il des accusations criminelles? Le petit ami avait 18 ans quand cela a commencé. Probablement pas la peine de poursuivre à moins que vous ne vouliez en faire un spectacle public. Les allégations de conduite sexuelle illégale avec un mineur sont difficiles à prouver lorsque la différence d'âge est faible et cela pourrait nuire à votre dossier devant le tribunal de la famille. Mieux vaut se concentrer sur le côté civil. Infidélité, détresse émotionnelle, peut-être aliénation d'affection. Ellis ne se souciait pas de l'argent. Il se souciait de la justice. Mais la justice, il l'apprenait, prenait souvent des formes différentes de celles auxquelles il s'attendait. Le premier rapport de Janet arriva une semaine plus tard. Elle avait suivi Mara et Tran jusqu'à un hôtel à Andersonville, les avait photographiés entrant et sortant ensemble,
et avait documenté leur séjour de 3 heures avec des images horodatées. Elle avait également confirmé que Tran utilise la carte de crédit de son père pour tout payer, ce qui créait des problèmes potentiels de fraude si son père ne savait pas à quoi servaient les frais. Plus important encore, Janet avait découvert que Mara avait menti à Ellis sur son emploi du temps professionnel les jours où elle prétendait assister à des conférences ou travailler tard. Elle avait en fait pris des jours de congé pour passer du temps avec Tran. Son employeur n'avait aucune trace des événements professionnels auxquels elle avait prétendument assisté. « Votre femme n'est pas une tricheuse prudente », rapporta Janet. Elle a été négligente pour couvrir ses traces, probablement parce qu'elle ne pense pas que vous faites attention. Ellis avait passé 19 ans sans faire attention. Cela allait changer. Il commença à modifier son propre emploi du temps, rentrant à des moments inattendus, se présentant sur le lieu de travail de Mara pour des déjeuners surprises. Chaque fois, il la prenait au dépourvu, agitée et nerveuse, clairement perturbée dans ce qu'elle avait prévu. « Tu es si gentil dernièrement », dit-elle après qu'il l'eut surprise avec un déjeuner 3 fois en une semaine. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « J'ai failli mourir dans cet accident », dit Ellis. « Ça m'a fait réaliser à quel point je t'aime, à quel point je veux passer du temps avec toi. C'est si romantique. » L'ironie était dévastatrice. Ellis était probablement un meilleur mari maintenant qu'il ne l'avait été depuis des années. Plus attentif, plus romantique, plus présent, et tout cela dans le but de la détruire. 2 semaines plus tard, Tran fut renvoyé d'Appalachian State. L'enquête avait révélé des preuves de fraude académique en plus des manquements à la conduite. Apparemment, il achetait des travaux de session en ligne et les soumettait comme les siens. Janet l'avait découvert grâce à ses contacts à l'université et avait fourni anonymement les preuves au conseil de révision académique. Cassidy était inconsolable. Elle blâmait Ellis, blâmait l'école, blâmait tout le monde sauf Tran lui-même. Elle avait commencé à passer la majeure partie de son temps chez Jessica, ne rentrant à la maison que pour dormir et se changer. « Cela détruit notre fille », dit Mara une nuit après que Cassidy soit reparti. « Peut-être pourrais-tu lui parler ?» « De quoi ?» D'être plus compréhensive, de donner une autre chance à Tran. Ellis regarda sa femme. Elle lui demandait de consoler leur fille au sujet de l'échec académique de son amant. L'audace était à couper le souffle. Tran a fait ses choix, dit Ellis. Cassidy doit apprendre que les actions ont des conséquences. Tu es cruel. Je suis réaliste. Veux-tu que notre fille lie son avenir à quelqu'un qui triche à l'école et se fait expulser pour inconduite? Les gens font des erreurs. Certaines erreurs sont plus grandes que d'autres. Mara se tut. Ellis se demanda si elle pensait à ses propres erreurs. Cette nuit-là, ses caméras cachées capturèrent quelque chose d'intéressant. Vers minuit, pendant qu'Ellis faisait semblant de dormir, Mara se glissa en bas et passa un coup de fil. « Je pense qu'il sait », murmura-t-elle à son téléphone. Il agit bizarrement, pose des questions, apparaît au travail, et toute cette histoire avec ton école. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ellis n'entendait pas l'autre côté de la conversation, mais les réponses de Mara lui dirent tout ce qu'il devait savoir. Non, on ne peut plus se rencontrer à la maison. C'est trop risqué. Je ne sais pas à quel point il sait, mais il faut être prudent. Peut-être devrions-nous calmer les choses un moment. Une longue pause. Je t'aime aussi, mais il faut être intelligent. Si Ellis découvre tout, il pourrait nous ruiner tous les deux. Trop tard pour ça, pensa Ellis. Il était déjà en train de les ruiner. Il ne le savait juste pas encore. Le lendemain matin, Ellis appela Olivia Winthrop. « J'ai besoin de demander le divorce », dit-il. « À quelle vitesse pouvons-nous agir ? Cela dépend de la quantité de preuves que vous avez. Plus qu'assez. Bien. Venez demain et nous commencerons les formalités. Ellis, une fois que nous aurons déposé, il n'y aura pas de retour en arrière. En êtes-vous sûr ? Ellis pensa à l'appel téléphonique de Mara, à son dédain désinvolte qui le qualifiait de bruit de fond, au mois de mensonges et de trahison. Il pensa à Cassidy, qui s'était retourné contre lui au service de l'aventure de sa mère. Il pensa à Tran, qui avait utilisé la maison de sa famille comme terrain de jeu pour séduire des femmes mariées. J'en suis sûr. Alors, allons les détruire légalement. Ellis passa le week-end à organiser ses preuves. Relevé bancaire montrant les dépenses suspectes de Mara, reçu d'hôtel obtenu par Janet, capture d'écran des publications de Tran sur les réseaux sociaux, photos d'eux ensemble, dossier financier prouvant que Mara avait menti sur son emploi du temps professionnel,
Relevé téléphonique montrant des centaines d'appels et de messages entre eux. Mais il n'avait pas fini. Olivia lui avait appris à penser stratégiquement, à considérer non seulement la bataille immédiate, mais la guerre entière. Le divorce blesserait financièrement Mara, mais ne la détruirait pas complètement. Pour cela, il devait être plus créatif. Ellis commença à faire des recherches sur l'employeur de Mara, la Riverside Private Academy. En tant que directrice des ressources humaines, elle était responsable du maintien des normes professionnelles et de l'établissement de relations appropriées entre le personnel et les étudiants. L'école avait une clause de conduite morale stricte dans ses contrats de travail. Toute violation pouvait entraîner un licenciement immédiat sans indemnité. Plus intéressant encore, Mara avait accès aux dossiers confidentiels des étudiants, aux informations financières et aux dossiers disciplinaires. Si elle avait utilisé cet accès de manière inappropriée, cela violerait les lois de l'État sur la confidentialité et pourrait engager sa responsabilité pénale. Ellis commença à creuser plus profondément dans les dossiers de l'école. En tant qu'auditeur gouvernemental, il avait des raisons légitimes d'examiner leurs états financiers et leurs déclarations fiscales. Ce qu'il trouva était troublant, mais pas surprenant. Plusieurs irrégularités comptables qui suggéraient soit de l'incompétence, soit de la fraude au bureau des affaires. Rien de directement lié à Mara, mais suffisamment proche pour soulever des questions sur ses responsabilités de supervision. Ellis fit des copies de tout et programma une réunion avec le conseil d'administration de l'école. J'ai identifié certains problèmes potentiels de conformité avec vos rapports financiers, dit-il au président du conseil, Robert Haskell, un riche retraité qui prenait ses devoirs fiduciaires au sérieux. En tant qu'auditeur gouvernemental, je me suis senti obligé de porter cela à votre attention. Quel genre de problème ? Ellis présenta ses conclusions de manière professionnelle, se concentrant sur les violations techniques plutôt que sur un agenda personnel. Le conseil accepta d'engager un cabinet d'expertise comptable indépendant pour effectuer un audit complet des finances de l'école. Cet audit examinerait inévitablement les pratiques RH, la conduite des employés et la supervision administrative. Lorsque cela se produirait, les enquêteurs découvriraient que la directrice des ressources humaines avait pris des congés non autorisés, passé des appels personnels pendant les heures de travail et potentiellement utilisé les ressources de l'école à des fins personnelles. Il pourrait également découvrir qu'elle avait une liaison avec un ancien élève, car Tran avait brièvement fréquenté la Riverside Private Academy avant d'être transféré à l'école publique en deuxième année. Ellis avait soigneusement vérifié ses dossiers. Tran Dallan avait été inscrit à Riverside pendant 3 mois quand il avait 16 ans. Mara y travaillait à l'époque. Si leur relation était antérieure à la présentation de Cassidy, et Ellis le soupçonnait, alors Mara avait potentiellement violé le code de conduite de l'école avec un élève mineur. Les pièces du puzzle s'assemblaient à merveille. 3 jours plus tard, Ellis demanda le divorce. Olivia avait préparé les documents méticuleusement, citant l'infidélité et demandant une pension alimentaire, les honoraires d'avocat et la majorité de leurs biens matrimoniaux. Le dossier demandait également l'usage exclusif temporaire du domicile familial et la garde temporaire de Cassidy. Mara fut signifiée à son travail par un adjoint du shérif. Selon les contacts de Janet, elle avait fondu en larmes devant ses collègues et avait dû partir plus tôt. Ellis était en réunion quand elle appela. « Comment as-tu pu faire ça » cria-t-elle au téléphone. « Comment as-tu pu m'humilier ainsi ?»« Je suis en réunion, Mara. Nous parlerons ce soir. Nous parlerons maintenant. Tu ne peux pas juste jeter 19 ans de mariage à la poubelle. Je ne l'ai pas jeté. C'est toi qui l'as fait. » Silence. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je sais pour Tran. Le silence s'étira plus longtemps cette fois. Ellis l'entendait respirer. Il pouvait pratiquement sentir sa panique à travers le téléphone. Je ne sais pas ce que tu penses savoir. Je sais tout. Les hôtels, les mensonges sur les conférences professionnelles, les appels téléphoniques, les messages, tout. Ellis, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as fait ton choix. Maintenant tu vis avec les conséquences. Ellis raccrocha et retourna à sa réunion. Ses mains étaient stables, sa voix calme. Il ne ressentait rien d'autre qu'une froide satisfaction. Ce soir-là, Mara l'attendait quand il rentra à la maison. Elle avait pleuré. Son maquillage était coulé et ses yeux étaient rouges et gonflés. Pour la première fois depuis des mois, elle paraissait plus vieille que ses 42 ans. « Il faut qu'on parle, dit-elle. »« Non, P.A. Est-ce nous ? Ellis, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs.
Des erreurs? Ellis rit. Un rire sans humour. Tu couches avec le petit ami de notre fille depuis 6 mois. Tu m'as menti au visage chaque jour. Tu m'as appelé, bruit de fond. Ce n'est pas une erreur, Mara. C'est un choix. Elle tressaillit comme s'il l'avait frappée. Tu ne comprends pas. Mon mariage avec toi était mort depuis des années. Nous étions comme des colocataires, pas des amants. Je me sentais invisible, indésirable. Alors, tu as décidé de te sentir désiré par un jeune de 19 ans. Ce n'était pas ça. Alors, c'était quoi? Explique-moi comment tu as justifié de détruire notre famille pour une histoire de gamin. Mara recula devant son langage. Ellis ne lui avait jamais parlé ainsi auparavant. N'avait rarement utilisé de grossièreté. Mais il en avait fini d'être le mari poli et compréhensif. Je l'aime, dit-elle doucement. Tu l'aimes? Tu aimes un gamin à peine plus âgé que notre fille? Un gamin qui a été renvoyé de l'université pour tricherie et inconduite? Ce n'était pas sa faute. Rien n'est jamais de sa faute, n'est-ce pas? Tout comme rien n'est jamais de ta faute. C'est ma faute de ne pas être assez excitant, ou la faute de l'école d'avoir enquêté sur son comportement, ou la faute de la société de ne pas comprendre votre amour véritable. Tu es cruel. Je suis honnête. Peut-être pour la première fois de notre mariage. Mara se redressa, retrouvant une partie de son calme. Bien. Si c'est comme ça que tu veux gérer ça, nous le ferons par l'intermédiaire d'avocats. Mais ne pense pas que tu peux tout me voler. J'ai aussi des droits. Tu as le droit à ce qu'une femme infidèle a droit en vertu de la loi de Caroline du Nord, ce qui n'est pas grand-chose. Je vais te combattre. Bien. Combats-moi. Mais comprends que chaque jour où cela traînera, plus de gens apprendront ton aventure avec un adolescent. Tes collègues, tes amis, ta famille, tout le monde saura que Mara Brewster a jeté son mariage à la poubelle pour jouer à la maîtresse avec un étudiant. Elle partit cette nuit-là et ne revint pas. Cassidy rentra à la maison 2 jours plus tard, furieuse et défiante. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à maman, dit-elle. Elle est anéantie. Elle est anéantie parce qu'elle a été prise en flagrant délit. Prise en flagrant délit de quoi? Ellis étudia le visage de sa fille. Cassidy ignorait vraiment l'affaire. Ou elle était une actrice exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, il décida de lui dire la vérité. Ta mère a une liaison avec Tran. Cassidy le regarda longuement, puis rit. C'est ridicule. C'est fou. Tu inventes des choses pour justifier. J'ai des photos, Cassidy. J'ai des messages textes, des relevés téléphoniques, des reçus d'hôtel. Ta mère et ton petit ami couchent ensemble depuis des mois. Tu mens. Ellis sortit son téléphone et lui montra une des photographies de Janet. Mara et Tran entrant ensemble dans un hôtel, sa main sur le bas de son dos, tous deux riant. Cassidy regarda la photo longuement. Quand elle parla enfin, sa voix était très faible. Quand a-t-on pris ça? Il y a 2 semaines. Mais Tran était avec moi il y a 2 semaines. Nous sommes allés au cinéma. Quel jour? Samedi. Ellis vérifia l'horodatage de la photo. Ceci a été pris un jeudi. Cassidy s'assit lourdement sur le canapé. Je ne comprends pas. Ton petit ami te trompait avec ta mère. Ta mère me trompait avec ton petit ami. Ils ont utilisé notre maison, dépensé mon argent et nous ont menti à tous les deux. Non. La voix de Cassidy était à peine un murmure. Non, ce n'est pas possible. Ellis lui montra plus de photos, plus de preuves. Avec chaque image, il regardait le monde de sa fille s'effondrer. Une partie de lui se sentait coupable de lui causer cette douleur. Mais elle devait connaître la vérité. Depuis combien de temps sais-tu? Demanda-t-elle finalement. Depuis la nuit de mon accident, j'ai trouvé un téléphone dans la voiture. Mara envoyait des messages à Tran. Et tu ne me l'as pas dit? Je voulais être sûr et je voulais te protéger. Cassidy pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage. C'est pour ça que Tran a été renvoyé, n'est-ce pas? Tu l'as dénoncé. Il a été renvoyé parce qu'il trichait académiquement et violait le code de conduite de l'école. J'ai juste veillé à ce que les bonnes personnes soient au courant. Tu as détruit sa vie. Il a détruit sa propre vie et la nôtre. Cassidy se leva brusquement. Je dois lui parler. J'ai besoin d'entendre ça de lui. Cassidy?
Non. J'ai besoin de savoir si c'est vrai. J'ai besoin de l'entendre le dire. Elle partit avant qu'Ellis ne puisse l'arrêter. Il la laissa partir. Elle avait besoin d'entendre la vérité de Tran lui-même. C'était la seule façon pour elle d'y croire vraiment. 2 heures plus tard, Cassidy revint. Son visage était vide, sans émotion, comme si elle avait pleuré jusqu'à épuisement. Il n'a pas nié, dit-elle. Quand je lui ai montré les photos, il n'a pas nié. Ellis voulut la réconforter, mais il n'était pas sûr qu'elle accepterait du réconfort de sa part. Il avait été le messager de cette nouvelle dévastatrice. Je suis désolé, dit-il. Vraiment? Ou es-tu contente que je les voie enfin pour ce qu'ils sont vraiment? La question était perspicace. Ellis était content que Cassidy connaisse la vérité, mais il n'était pas content de sa douleur. Je suis désolé que tu souffres. Je ne suis pas désolé, tu sais. Cassidy hocha la tête. Ellis hocha lentement la tête. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous allons de l'avant. Tu vas à l'université, tu commences ta vie, tu trouves quelqu'un qui te mérite. Je reconstruis ma vie sans ta mère. Et maman? Et elle? Que va-t-il lui arriver? Ellis réfléchit à la question. Le divorce coûterait cher à Mara sur le plan financier, mais ne la détruirait pas professionnellement, à moins que l'audit scolaire ne révèle quelque chose de compromettant. L'affaire elle-même pourrait créer un certain embarras social, mais elle pourrait le surmonter. À moins, bien sûr, que d'autres complications ne surviennent. Cela dépendra des choix qu'elle fera à l'avenir, dit Ellis. Tu vas la ruiner, n'est-ce pas? Je vais la tenir responsable. Cassidy le fixa avec quelque chose qui ressemblait peut-être à de la peur. Je ne t'ai jamais vu comme ça avant. Tu es différent. Ellis pensait la même chose. Le mari doux et arrangeant avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus dur et de plus calculateur. Quelqu'un qui planifiait méthodiquement et exécutait sans pitié. On change quand on est obligé, dit-il. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de réunions juridiques, de révision de documents et de planification stratégique. Olivia fut impressionnée par la minutie des preuves d'Ellis et la manière méthodique dont il avait tout documenté. Vous avez monté un dossier en béton, dit-elle lors d'une de leurs réunions. L'avocat de Mara aura des options très limitées. Quel genre de règlement envisager? En Caroline du Nord, l'infidélité affecte la pension alimentaire et le partage des biens. Puisque vous pouvez prouver qu'elle a commis l'infidélité, elle n'a pas droit à une pension alimentaire de votre part. Vous pourriez même être en mesure de lui réclamer une pension alimentaire, selon la différence de revenus. Quant aux biens, les actifs matrimoniaux seront divisés, mais le tribunal peut prendre en compte l'infidélité pour déterminer ce qui est équitable, ce qui signifie que vous obtiendrez probablement la maison, la majorité des comptes de retraite et un règlement favorable. Globalement, Mara obtiendra de quoi recommencer, mais pas assez pour maintenir son niveau de vie actuel. Cela n'était pas suffisant pour Ellis. Il voulait des conséquences à la hauteur de l'ampleur de sa trahison. Qu'en est-il des poursuites pénales pour infidélité? La Caroline du Nord a techniquement toujours une loi sur l'infidélité, mais elle est rarement poursuivie. Vous feriez mieux de vous concentrer sur le côté civil. Et d'autres accusations? Vol d'identité, fraude, autre chose? Olivia lui lança un regard perçant. Ellis, à quoi pensez-vous exactement? Ellis avait réfléchi à beaucoup de choses. À l'accès de Mara au dossier scolaire confidentiel. À l'utilisation frauduleuse par Tran de la carte de crédit de son père. À la possibilité que leur liaison ait commencé alors que Tran était encore un élève mineur à la Riverside Academy. Je pense à la justice, dit-il. La justice et la vengeance ne sont pas la même chose, n'est-ce pas? Olivia se pencha en arrière sur sa chaise. Soyez très prudent, Ellis. La ligne entre la justice et la vengeance est plus mince que vous ne le pensez. Et une fois que vous la franchissez, il n'y a pas de retour en arrière. Ellis hocha la tête, mais il avait déjà pris sa décision. Mara avait franchi les limites en premier. Elle avait trahi leur mariage, corrompu la relation de leur fille et détruit leur famille. S'il y avait des conséquences au-delà du tribunal de divorce, elle les avait méritées. 3 jours plus tard, l'audit indépendant de la Riverside Private Academy a publié ses conclusions préliminaires. Les dossiers financiers de l'école contenaient de nombreuses irrégularités, notamment des remboursements de dépenses non autorisées, des documents manquants pour plusieurs achats importants et des paiements d'heures supplémentaires douteux à certains membres du personnel.
Plus grave encore, la découverte que Mara Brewster, directrice des ressources humaines, avait déclaré des heures de travail alors qu'elle prenait en réalité des congés personnels, avait utilisé les téléphones de l'école pour des appels personnels excessifs et avait accédé à des dossiers d'élèves sans justification professionnelle documentée. L'audit a également révélé que Mara avait été en contact avec l'ancien élève Tran Dallant à de multiples reprises au cours de la dernière année. Un contact qui violait les politiques de l'école concernant les relations avec les anciens élèves de moins de 21 ans. Robert Haskell a appelé Ellis personnellement pour discuter des conclusions. C'est profondément troublant, dit Haskell. Nous avons fait confiance à Mara avec des informations confidentielles et des responsabilités importantes. Si elle a abusé de cette confiance, quelles sont vos options? Licenciement immédiat pour faute grave, sans indemnité de départ, sans maintien des avantages sociaux et d'éventuelles poursuites judiciaires pour recouvrer les dommages financiers. Ellis ressentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. La carrière de Mara à Riverside était terminée, mais il n'en avait pas encore fini. Cet après-midi-là, Ellis appela le père de Tran, David Dallant. Il avait fait des recherches approfondies sur l'homme. Homme d'affaires prospère, pilier de la communauté, diacre de son église, le genre d'homme qui serait horrifié d'apprendre comment son fils avait dépensé son argent. Monsieur Dallant, ici Ellis Brewster. Je crois que vous connaissez ma fille, Cassidy. Bien sûr. Comment allez-vous, Ellis? Je vais bien, merci. J'appelais à propos de votre fils, Tran. Je crains qu'il n'y ait eu une situation impliquant ma famille dont vous devriez être informé. Ellis expliqua tout sur un ton calme et mesuré, l'affaire avec sa femme, les frais d'hôtel sur la carte de crédit de Tran, l'inconduite académique qui avait conduit à son expulsion, l'impact sur Cassidy et leur famille. David Dallant resta silencieux pendant un long moment après qu'Ellis eut terminé. « En êtes-vous certain » demanda-t-il finalement. « J'ai la documentation de tout. Photos, dossiers financiers, messages textes. Si vous souhaitez voir les preuves. » Non, non, je vous crois et je suis horrifié. Ellis, je n'avais aucune idée que Tran était capable d'un tel niveau de trahison. Je voulais que vous l'entendiez de ma part plutôt que par des commérages. J'apprécie cela et je tiens à vous informer que l'accès de Tran à mes comptes de crédit sera immédiatement résilié. S'il y a des frais liés à cette affaire, je m'assurerai que vous soyez indemnisé. C'est généreux, mais pas nécessaire. C'est absolument nécessaire. Mon fils a jeté la honte sur notre famille et a blessé la vôtre. Il doit y avoir des conséquences. Ellis était entièrement d'accord. David Dallant tint parole. En 24 heures, les cartes de crédit de Tran furent annulées. Sa voiture fut saisie et son bail d'appartement résilié. Le jeune homme qui vivait comme un prince se retrouva soudain sans argent, sans transport et sans logement. Plus important encore, David Dallant avait des relations dans toute la communauté des affaires de la région. Un mot discret de sa part garantirait que Tran ne trouverait jamais d'emploi décent dans l'ouest de la Caroline du Nord. Ellis n'éprouva aucune sympathie pour le garçon. Tran avait fait ses choix. La semaine suivante apporta d'autres bonnes nouvelles. Le conseil d'administration de la Riverside Private Academy vota à l'unanimité pour mettre fin à l'emploi de Mara pour faute grave. La lettre de licenciement citait l'abus des ressources de l'école, le contact inapproprié avec d'anciens élèves, la falsification de dossiers de travail et une conduite indigne d'une administratrice scolaire. Mara ne recevrait aucune indemnité de départ, aucun maintien des avantages sociaux et aucune référence positive pour un futur emploi. Sa carrière dans l'éducation était effectivement terminée. Mais Ellis n'était toujours pas satisfait. Il avait réfléchi à la chronologie de l'affaire de Mara avec Tran. Le garçon avait brièvement fréquenté Riverside à l'âge de 16 ans. Mara y travaillait. Si leur relation avait commencé à ce moment-là plutôt qu'après qu'il ait commencé à fréquenter Cassidy, cela constituerait un crime beaucoup plus grave. Ellis décida d'enquêter davantage. Il utilisa son accès gouvernemental pour obtenir les dossiers académiques de Tran de la Riverside Academy. Le garçon avait été inscrit de septembre à novembre de sa deuxième année de lycée, il y a 3 ans. Il avait 16 ans à l'époque. Ellis obtint également les dossiers d'emploi de Mara pour cette période. Elle travaillait alors comme assistante RH avant sa promotion au poste de directrice. Ses responsabilités incluaient la gestion des dossiers des élèves et la tenue des dossiers disciplinaires. Plus important encore, les relevés téléphoniques de Mara de cette période montraient de nombreux appels vers un numéro enregistré au nom de Tran Dallant. Les appels avaient commencé en octobre alors que Tran était encore inscrit et avait continué sporadiquement pendant les 2 années suivantes.
Si Mara avait été impliquée dans une relation avec un élève de 16 ans, cela pourrait être considéré comme une violation des lois sur l'âge du consentement en Caroline du Nord. C'était un crime passible de jusqu'à 7 ans de prison. Ellis apporta ses découvertes à Olive. Ya. Cela change tout, dit-elle après avoir examiné les preuves. Si vous pouvez prouver qu'ils ont eu une relation sexuelle alors qu'il était un élève mineur, Mara risque de graves accusations criminelles. Comment le prouvons-nous? Il nous faut plus que des relevés téléphoniques. Nous avons besoin de témoignages, de preuves physiques ou de documentation de leur relation. Ellis pensa au message qu'il avait vu sur le téléphone secondaire de Mara. Elle avait mentionné se sentir vivante avec Tran d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie avec Ellis. Elle avait parlé de lui apprendre des choses et de leur connexion comme d'un véritable amour, pas d'une affaire d'adolescent. Ces messages laissaient entendre une relation inappropriée, mais ils n'étaient pas suffisamment explicites pour étayer une accusation de conduite illégale avec un mineur. Et si nous pouvions les faire avouer? Comment? Ellis y avait réfléchi. Mara et Tran étaient tous deux désespérés maintenant. Elle avait perdu son emploi. Il avait perdu son système de soutien. Les gens désespérés font des erreurs. Et si nous leur offrions une issue? Quelque chose qui ressemblerait à un compromis mais qui serait en fait un piège. Olivia étudia son visage. Ellis, qu'est-ce que vous préparez? Je compte leur donner de quoi se pendre. Le plan d'Ellis était élégant par sa simplicité. Il offrirait à Mara un règlement qui semblerait généreux. Suffisamment d'argent pour recommencer ailleurs en échange d'un divorce rapide et discret avec un minimum de publicité. Tout ce qu'elle aurait à faire serait de signer un affidavit reconnaissant l'affaire et fournissant une chronologie de son début. Si elle mentait sur la chronologie pour éviter une responsabilité pénale, elle commettrait un parjure. Si elle disait la vérité, elle admettrait avoir été impliquée dans une relation illégale avec un mineur. Dans les deux cas, Ellis l'aurait. Il présenta l'offre par l'intermédiaire d'Olivia, qui rencontra l'avocat de Mara dans un lieu neutre. C'est étonnamment généreux, dit l'avocat de Mara après avoir examiné les termes du règlement. Votre client offre plus que ce que nous attendions. Monsieur Brewster veut aller de l'avant avec sa vie, répondit Olivia. Il est prêt à être raisonnable si Madame Brewster est honnête quant aux circonstances de la rupture de leur mariage. L'affidavit était rédigé avec soin. Il exigeait de Mara qu'elle reconnaisse son affaire avec Tran d'Allan et qu'elle fournisse des dates et des lieux précis où un contact sexuel avait eu lieu. Il lui demandait également de déclarer sous serment quand la relation avait commencé. Cela semble être une résolution équitable, dit l'avocat de Mara. Je recommanderais à ma cliente d'accepter l'offre. Ellis attendit 3 jours la réponse de Mara. Quand elle arriva, c'était tout ce qu'il avait espéré. Mara signa l'affidavit et data le début de son affaire avec Tran à avril de l'année en cours, lorsque Cassidy les avait présentés pour la première fois. Elle fournit des informations détaillées sur leur rencontre, leur rapport sexuel et leurs projets d'avenir. Elle mentit également sous serment sur le début de la relation. Ellis porta immédiatement l'affidavit signé au bureau du procureur de district, accompagné des relevés téléphoniques prouvant que Mara et Tran avaient été en contact 3 ans plus tôt. C'est un parjure, dit le procureur adjoint après avoir examiné les documents. Elle a délibérément déformé la chronologie pour éviter des accusations liées à une relation illégale avec un mineur. Quelles sont les peines? Le parjure est un crime. Elle risque jusqu'à 5 ans de prison. Ellis ressentit une profonde satisfaction. Mara avait détruit leur famille pour Tran d'Allan. Maintenant, elle ferait face à des accusations criminelles à cause de lui. Mais il lui restait encore un coup à jouer. Ellis organisa un dîner avec Cassidy dans leur ancien restaurant préféré. Elle était restée chez des amis depuis qu'elle avait appris l'affaire, évitant ses 2 parents pendant qu'elle digérait la trahison. « Comment te sens-tu » demanda Ellis. « Je suis en colère, dit Cassidy. Contre maman, contre Tran, contre toi, contre tout le monde. Je ne sais plus qui croire. Tu peux me faire confiance. Est-ce que je peux? Tu planifies ça depuis des mois. Tu as détruit la vie de Tran, la carrière de maman, tout. Comment savoir que tu ne me détruiras pas aussi si je te déçois? La question le piqua car elle contenait une part de vérité. Ellis était devenu quelqu'un de plus dur, de plus calculateur, de plus enclin à blesser les gens qui le trahissaient. Tu es ma fille, dit-il. Rien de ce que tu pourrais faire ne me ferait vouloir te blesser. Même si j'aime toujours maman, même si je pense que ce que tu lui fais est cruel? Ellis réfléchit attentivement à la question. Je ne fais rien à ta mère qu'elle n'ait mérité.
Elle a fait des choix, et les choix ont décès. On séquence. C'est toujours ma mère. Oui, elle l'est. Et rien de ce que je fais ne changera cela. Mais Cassidy, tu dois comprendre quelque chose. La femme que tu pensais être ta mère n'existe pas. La vraie Mara est quelqu'un qui trahirait sa famille pour un adolescent, qui te mentirait en face pendant des mois, qui détruirait tout ce que nous avons construit ensemble pour un plaisir momentané. Cassidy resta silencieuse pendant un long moment. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu vas à l'université, tu commences ta vie d'adulte et tu décides quel genre de personne tu veux être. Et j'espère que tu choisiras d'être meilleur que tes deux parents. Et toi? Quel genre de personne vas-tu être? Ellis regarda sa fille, intelligente, forte et blessée par des circonstances indépendantes de sa volonté. Il voulait lui dire qu'il redeviendrait l'homme doux et arrangeant qu'il était auparavant. Mais cet homme avait disparu, détruit en même temps que son mariage et sa confiance. Je vais être quelqu'un qui ne se laisse pas profiter, dit-il finalement. 2 semaines plus tard, Mara fut arrêtée pour parjure. Les accusations firent la une des journaux locaux, accompagnées de détails sur son affaire avec un ancien élève et son licenciement de la Riverside Academy. Ellis regarda la couverture avec une satisfaction sombre. Tran, quant à lui, avait entièrement fui la Caroline du Nord. Son père lui avait donné le choix, faire face à d'éventuelles accusations criminelles pour son rôle dans le parjure ou quitter l'État et ne jamais revenir. Le garçon avait choisi l'exil. Le divorce d'Ellis fut finalisé le mois suivant. Il reçut la maison, la majorité de leurs biens et un jugement pour dommages moraux. Mara reçut suffisamment d'argent pour engager un avocat de la défense pénale et recommencer ailleurs si elle évitait la prison. Le jour où le divorce fut prononcé, Ellis nettoya son bureau à domicile et brûla tout ce qui se rapportait à son mariage. Photos, documents, souvenirs, tout partit dans un brasero de son jardin. Il regarda 19 ans de sa vie réduits en cendres et ne ressentit rien d'autre que du soulagement. Cassidy vint le voir une dernière fois avant de partir pour l'université. « Je veux que tu saches que je n'approuve pas ce que tu as fait, dit-elle. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. C'est tout ce que je peux demander. Est-ce que tu iras bien en vivant seul ici? » Ellis regarda la maison qu'il avait partagée avec Mara. Chaque pièce contenait des souvenirs de leur vie ensemble, mais ces souvenirs ne faisaient plus mal. Ils ressemblaient à des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. « Je vais bien, dit-il. Mieux que bien. Papa, je t'aime, mais j'ai aussi un peu peur de toi maintenant. » Ellis hocha la tête. C'est probablement intelligent. Après le départ de Cassidy pour l'université, Ellis s'assit dans sa maison vide et fit l'inventaire de ce qu'il avait accompli. Mara faisait face à des accusations criminelles et à la ruine financière. Tran était en exil, coupé de l'argent et du soutien de sa famille. L'affaire qui avait détruit son mariage avait finalement détruit toutes les personnes impliquées. La justice, songea Ellis, était un plat qui se servait le mieux systématiquement. 6 mois plus tard, Ellis apprit que Mara avait plaidé coupable aux accusations de parjure en échange d'une peine avec sursis et de 2 ans de probation. Elle avait évité la prison, mais serait une criminelle condamnée pour le reste de sa vie. Sa carrière et son éducation étaient définitivement terminées, et sa réputation dans leur communauté était irrémédiablement détruite. Tran, selon les sources d'Ellis, travaillait dans un fast-food en Floride et vivait dans un studio avec 2 colocataires. Ses rêves de succès en affaires étaient morts avec le soutien financier de son père. Ellis n'éprouva aucune sympathie pour eux. Ils avaient fait leur choix. Il travaillait tard un soir lorsque sa sonnette retentit. Par le Judas, il vit Olivia Winthrop sur son perron. Elle semblait fatiguée et plus âgée que ses 43 ans. « Nous devons parler, dit-elle lorsqu'il ouvrit la porte. Ellis leur versa à tous les deux du bourbon et attendit qu'elle parle. « J'ai pensé à ce que nous avons fait, dit enfin Olivia. Aux méthodes que nous avons utilisées, aux limites que nous avons franchies. Nous n'avons franchi aucune limite. Nous avons utilisé le système juridique exactement comme il a été conçu pour être utilisé. Est-ce vrai? Ou l'avons-nous manipulé pour atteindre un résultat spécifique? » Ellis étudia son visage. « Vous avez des doutes. J'ai des cauchemars à propos du regard de Mara lors de son arrestation. À propos de ce que nous avons fait de vous. Vous n'avez fait de moi rien du tout. Vous m'avez aidé à devenir qui je devais être. Et qui est-ce? » Ellis réfléchit à la question. Qui était-il maintenant? Pas l'auditeur doux qui avait été trahi par sa femme et relégué au second plan. Pas
Le mari arrangeant qui avait privilégié la paix à la vérité. Il était quelqu'un de plus dur, de plus calculateur, de plus enclin à poursuivre ses objectifs quel qu'en soit le coût pour les autres. Je suis quelqu'un qui ne perd pas, dit-il finalement. Olivia termina son bourbon et se leva pour partir. J'espère que cela en valait la peine. Après son départ, Élise s'assit seule dans sa maison silencieuse. Cela en valait-il la peine? Il pensa aux mois de planification, à la destruction systématique de ses ennemis, à la satisfaction froide de les voir faire face aux conséquences de leur trahison. Oui, cela en valait la peine. Élise se dirigea vers son bureau et ouvrit le classeur où il gardait ses documents les plus importants. À l'intérieur se trouvait un épais dossier étiqueté le registre silencieux, son dossier complet de l'enquête, des preuves et des résultats. Chaque dette avait été payée intégralement. Il pensa à Mara, probablement allongée et veillée dans l'appartement bon marché qu'elle pouvait se permettre, se demandant comment sa vie s'était si complètement effondrée. Il pensa à Tran, retournant des hamburgers en Floride et se souvenant du temps où il se croyait intouchable. Il pensa à Cassidy, espérant qu'elle apprenait à choisir de meilleures personnes à qui faire confiance. Élise avait perdu une femme et gagné un ennemi. Il avait perdu l'amour inconditionnel d'une fille et gagné son respect teinté de lassitude. Il avait perdu sa foi en la décence humaine et gagné quelque chose de plus précieux, la certitude qu'il était capable de se protéger. La transformation était complète. L'auditeur doux avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait que la miséricorde était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Quelqu'un qui savait que dans un monde plein de chasseurs, la seule sécurité venait d'être le chasseur le plus dangereux de la pièce. Élise ferma le classeur à clé et éteignit les lumières. Demain, il retournerait au travail pour auditer les comptes municipaux et trouver des irrégularités dans les dossiers financiers des autres. Mais il ne serait plus jamais l'homme qui faisait confiance aveuglément, qui supposait le meilleur des gens, qui laissait les autres définir sa valeur. Il était devenu autre chose, quelque chose de plus discret, mais infiniment plus dangereux. Élise Brewster en avait fini d'être la victime de quiconque. 6 mois plus tard, Élise reçut une visite inattendue. Il travaillait dans son jardin lorsqu'une voiture s'arrêta dans son allée. Une jeune femme en sortit. Quelqu'un qu'il ne reconnut pas au premier abord. C'était Jessica, l'amie de Cassidy. Elle semblait nerveuse en s'approchant. « Monsieur Brewster, j'espère que cela ne vous dérange pas que je passe. Je voulais vous parler de quelque chose. » Élise posa ses outils de jardinage et étudia son visage. Jessica avait toujours été une bonne enfant, intelligente, honnête, loyale envers Cassidy, même pendant le pire du drame familial. « Que puis-je faire pour vous, Jessica ?» C'est à propos de Cassidy. Elle a parlé de changer d'université, peut-être même d'abandonner complètement. Elle dit qu'elle n'arrive pas à se concentrer, qu'elle ne peut pas faire confiance aux gens, qu'elle ne sait pas comment aller de l'avant. Élise ressentit une pointe d'inquiétude. Cassidy semblait bien s'adapter à la vie universitaire lors de leur dernière conversation. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle a peur de devenir comme vous ou comme sa mère. Elle ne veut pas être quelqu'un qui détruit les gens, mais elle ne veut pas non plus être quelqu'un qui se fait détruire. Elle a l'impression que ce sont les deux seules options. L'observation était perspicace et troublante. Élise s'était tellement concentrée sur la protection de Cassidy contre la trahison de Mara qu'il n'avait pas envisagé comment sa réaction pourrait l'affecter à long terme. Que pensez-vous que je devrais faire? Parlez-lui. Montrez-lui qu'il y a une troisième option. Être fort sans être cruel. Être intelligent sans être manipulateur. Elle a besoin de voir que vous êtes toujours le papa qui lui a appris à faire du vélo et qui l'a aidé avec ses devoirs de maths. Élise remercia Jessica et appela Cassidy ce soir-là. Ils parlèrent pendant 2 heures, la plus longue conversation qu'ils aient eue depuis le divorce. Elle lui raconta ses difficultés avec la confiance, sa peur des relations, son incertitude quant à l'avenir. « Je me demande sans cesse si tout le monde fait semblant de se soucier de moi, dit-elle. Si tout le monde a des arrière-pensées et des motivations secrètes. Pas tout le monde, dit Élise. La plupart des gens sont exactement ce qu'ils semblent être. Ta mère et Tran étaient des exceptions, pas la règle. Comment faire la différence? C'était une juste question. Comment faire confiance aux gens quand on a été trahi par ses proches? Tu dois être attentive, dit Élise. Tu observes comment les gens traitent les Autriches. Reste quand ils pensent que personne ne les regarde. Tu notes si leurs paroles correspondent à leurs actions au fil du temps, et tu fais confiance à tes instincts. Mes instincts me disaient que Tran était un type bien.
Tes instincts concernant les gens sont bons. Tes instincts concernant les situations pourraient avoir besoin d'être travaillés. Ils parlèrent des signaux d'alarme qu'elle avait manqués, des signes avant-coureurs qu'elle avait ignorés parce qu'elle voulait croire en l'innocence de Tran. Ce fut une conversation douloureuse, mais nécessaire. Papa, es-tu heureux maintenant? Ellis réfléchit à la question. Était-il heureux? Il était satisfait des résultats qu'il avait obtenus. Il était fier de la manière méthodique dont il avait exécuté ses plans. Il était convaincu que justice avait été rendue. Mais le bonheur? C'était plus compliqué. Je suis serein, dit-il finalement. Je suis en paix avec mes choix. Est-ce que maman te manque? La femme que je pensais qu'elle était me manque, mais cette femme n'a jamais existé. Elle me manque parfois aussi. Même après tout ce qu'elle a fait, c'est normal. Elle a été ta mère pendant 18 ans. La trahison n'efface pas tous les bons souvenirs. Après qu'ils eurent raccroché, Ellis s'assit dans sa maison silencieuse et pensa au bonheur. Il avait obtenu justice, mais perdu les illusions confortables qui avaient rendu sa vie d'avant supportable. Il avait gagné le respect, mais perdu les relations faciles qu'il avait autrefois soutenues. Tout compte fait, c'était un juste échange. Le printemps suivant, Ellis reçut une lettre de Mara. C'était le premier contact qu'ils avaient eu depuis la finalisation du divorce. Son écriture était la même, mais le ton était différent, plus humble, plus réfléchi. Ellis, commençait la lettre. Je sais que je n'ai aucun droit de vous contacter et je comprendrai si vous jetez ceci sans le lire, mais je voulais que vous sachiez que j'ai passé la dernière année à réfléchir à ce que j'ai fait à notre famille et je comprends enfin l'ampleur de ma trahison. Je ne vous insulterai pas en demandant pardon. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai détruit 19 ans de mariage pour un fantasme et j'ai corrompu la relation de notre fille dans le processus. J'ai été égoïste, cruel et stupide. Je ne ferai pas non plus semblant d'être la victime ici. Vous avez réagi à mes choix exactement comme je le méritais. Tout ce qui m'est arrivé était justice, non persécution. J'écris ceci parce que je veux que vous sachiez que je vous vois enfin clairement. Pendant 19 ans, j'ai pensé que vous étiez faible parce que vous étiez gentil, ennuyeux parce que vous étiez stable, insignifiant parce que vous étiez humble. Je me suis trompé sur tout. Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Assez fort pour planifier méthodiquement alors que votre monde s'écroulait. Assez fort pour sacrifier votre propre tranquillité d'esprit pour protéger notre fille de la vérité jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'entendre. Assez fort pour devenir quelqu'un de complètement différent lorsque la situation l'exigeait. J'étais un bruit de fond dans votre vie, pas l'inverse. Je ne l'ai jamais réalisé jusqu'à ce que vous me montriez à quel point j'étais insignifiante comparée à votre intelligence, votre planification et votre volonté. J'espère que vous trouverez le bonheur, Ellis. Un vrai bonheur, pas le contentement artificiel que je vous offrais. Vous méritez quelqu'un qui voit votre force et l'apprécie, pas quelqu'un qui la prend pour de la faiblesse. Merci de ne pas m'avoir complètement détruite. Vous auriez pu m'envoyer en prison. Au lieu de cela, vous m'avez donné une chance de recommencer ailleurs. Je sais que cette miséricorde a eu un coût pour votre sens de la justice, et je vous en suis reconnaissante. J'espère que Cassidy nous pardonnera à tous les deux un jour. Mara. Ellis lut la lettre 2 fois, puis la plaça dans son classeur avec tous les autres documents de leur mariage. Il était approprié que les derniers mots de Mara pour lui soient une reconnaissance de tout ce qu'elle n'avait pas réussi à comprendre pendant qu'ils étaient ensemble. Il ne ressentit aucune satisfaction de sa reconnaissance tardive, aucune justification de son aveu de culpabilité. La lettre était simplement une autre preuve que son évaluation de son caractère avait été exacte. Ellis taillait des roses dans son jardin lorsque son téléphone sonna. L'affichage de l'appelant montrait le numéro de Cassidy. « Papa, j'ai des nouvelles. »« Des bonnes nouvelles, j'espère. »« Je suis fiancé. » Ellis faillit laisser tomber son téléphone. « Fiançailles avec qui ?»« Il s'appelle Michael Patterson. Il est en dernière année de mon programme de psychologie. Je sors avec lui depuis 6 mois. »« 6 mois ? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ? » ?»« Parce que je voulais être sûr. Je voulais l'observer attentivement, tester son caractère, m'assurer qu'il était qui il se semblait être. J'ai utilisé toutes les choses que tu m'as apprises sur l'attention et la confiance en mes instincts. » Ellis ressentit un mélange complexe de fierté et d'inquiétude. Il était heureux que Cassidy applique les leçons de la destruction de leur famille, mais il espérait qu'elle n'était pas devenue aussi méfiante et calculatrice que lui. « Parle-moi de lui. »
Cassidy passa 20 minutes à décrire Michael Patterson, ses antécédents, son caractère, la façon dont il la traitait, elle et les autres. Elle l'avait manifestement étudié de manière approfondie, probablement plus que la plupart des gens n'étudient leur futur conjoint. Il semble être un homme bien, dit Ellis quand elle eut terminé. Je le pense aussi. Mais, papa, je veux que tu le rencontres. Je veux ton avis. Tu n'as pas besoin de mon approbation pour te marier. Je sais, mais je la veux quand même. Ellis accepta de rencontrer Michael le week-end suivant. Le jeune homme avait 23 ans, était sincère et manifestement dévoué à Cassidy. Il était aussi visiblement nerveux à l'idée de rencontrer son père. Monsieur Brewster, dit Michael lorsqu'ils se serrèrent la main. Cassidy m'a beaucoup parlé de vous. J'en suis sûr. Je veux que vous sachiez que je comprends tout ce qu'elle a traversé et je ne ferai jamais rien pour la blesser. Ellis étudia le visage du jeune homme. Michael semblait sincère, mais Ellis avait appris à ne pas se fier aux premières impressions. Que savez-vous de ce qu'elle a traversé? Je sais que ses parents ont eu un divorce difficile. Je sais que sa mère a fait de mauvais choix qui ont blessé la famille. Je sais qu'elle a des problèmes de confiance à cause de cela. Et comment comptez-vous gérer ces problèmes de confiance? En étant constant. En m'assurant que mes paroles correspondent à mes actions, en étant patiente quand elle a besoin de réassurance et honnête quand elle pose des questions difficiles. La réponse impressionna Ellis. Elle montrait que Michael comprenait les vrais défis à venir et avait sérieusement réfléchi à la manière de les aborder. Ils passèrent la journée ensemble, déjeuner, promenade en ville, dîner chez Ellis. Michael posa des questions réfléchies sur le travail d'Ellis, écouta attentivement ses histoires et traita Cassidy avec une affection et un respect évident. Plus important encore, Ellis observa comment Michael interagissait avec le personnel de service, comment il réagissait lorsque Cassidy n'était pas d'accord avec lui sur une chose mineure, comment il géra un moment gênant quand Ellis mentionna sa mère. À la fin de la journée, Ellis était convaincu que Michael Patterson était exactement qui il semblait être, un jeune homme décent qui aimait sincèrement sa fille. « Tu as ma bénédiction », dit Ellis à Cassidy en privé avant qu'il ne parte. « Vraiment ? Vraiment. C'est un bon choix. Comment peux-tu en être sûr ? Parce que j'ai passé la journée à le tester et il a réussi tous les tests. » Cassidy sourit, le premier sourire vraiment heureux qu'Ellis lui ait vu depuis près de 2 ans. J'ai appris des meilleurs. Le mariage fut petit et simple, organisé dans un pavillon de parc avec une 50aine d'invités. Ellis conduisit Cassidy à l'hôtel, prononça un bref toast à la réception et regarda sa fille danser avec son nouveau mari. Mara n'avait pas été invitée. Pendant la danse père-fille, Cassidy leva les yeux vers Ellis, les larmes aux yeux. « Merci, dit-elle. »« De quoi ? » ?»« De m'avoir montré que la force n'a pas besoin de signifier la cruauté. Qu'être intelligent ne requiert pas d'être manipulateur. Que je peux me protéger sans détruire d'autres personnes. » Ellis regarda autour de la réception, le couple heureux, les sourires sincères, la célébration de l'amour bâti sur l'honnêteté plutôt que la tromperie. « Tu as fait cela toi-même, dit-il. J'ai juste fourni un exemple à suivre. »« Non, papa. Tu as fourni un modèle pour être fort et bon en même temps. Il m'a juste fallu un peu de temps pour le voir. » Après la réception, Ellis rentra chez lui, dans sa maison silencieuse. Il s'assit dans son jardin au coucher du soleil, pensant à la transformation et à la rédemption, à la justice et à la miséricorde, à la différence entre la force et la vengeance. Mara avait eu raison sur une chose dans sa lettre. Il était devenu quelqu'un de complètement différent lorsque la situation l'avait exigé. Mais peut-être que Cassidy avait raison aussi. Peut-être que la force n'exigeait pas d'abandonner la bonté. Peut-être que la justice n'exigeait pas de sacrifier la miséricorde. Peut-être qu'il y avait une troisième option après tout. Ellis ouvrit son classeur une dernière fois et en sortit le dossier étiqueté « Le registre silencieux ». Il le porta dehors jusqu'à son brasero, au même endroit où il avait brûlé ses photos de mariage 2 ans plus tôt. Cette fois, il brûlait quelque chose de différent. Non pas le passé, mais la part de lui-même qui avait été consumée par le besoin d'une justice parfaite. La part qui avait oublié la différence entre se protéger et détruire les autres. Les flammes consumèrent chaque document, chaque photo, chaque preuve de sa campagne méthodique contre Mara et Tran. Tandis que le feu brûlait, Ellis sentit quelque chose bouger en lui. Non pas la faiblesse qui revenait, mais un autre genre de force. Celle qui construisait plutôt que détruisait. Ellis Brewster avait appris à être dangereux quand c'était nécessaire.
Maintenant, il apprenait à être dangereux et bon en même temps. Il rentra chez lui où il commença à planifier son prochain chapitre. Non pas en tant qu'homme trahi ou homme ayant exercé une vengeance parfaite, mais en tant qu'homme ayant émergé de ces deux expériences avec son intégrité intacte. L'audit était terminé, le grand livre était équilibré, et Ellis Brewster était enfin libre.